Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Ce mardi matin, nous recevons Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines et ancienne ministre. Bonjour Valérie Pécresse, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Avec moi pour co-présenter cette émission, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe chez 20 minutes. Merci d'être là tous les deux. Bonjour. Bonjour. Chers internautes, vous connaissez l'émission, je vous rappelle le principe rapidement. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission et poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Valérie Pécresse, depuis quelques jours, des manifestations explosent contre les publications de Charlie Hebdo et de plus en plus adressées contre la France. 1 million de personnes se sont mobilisées à Grosny, selon des calculs difficiles à vérifier, mais une grosse mobilisation. À Gaza, des menaces contre la France. Dans le monde musulman, au Pakistan, en Afghanistan, des drapeaux brûlés, des drapeaux français brûlés. Est-ce qu'il n'est pas temps, Valérie Pécresse, d'appeler Charlie Hebdo à l'esprit de responsabilité ? Mais vous savez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la liberté de caricaturer est une liberté extrêmement rare et précieuse. Le fait de pouvoir se moquer de tout, et on aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, on achète ou on n'achète pas Charlie Hebdo, on a le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo. Mais la liberté de caricaturer est une liberté pour laquelle il faut continuer à se battre, et j'en suis persuadée. Parce que si on commence par céder à la pression, si on commence par baisser la tête, eh bien, un jour, la France ne sera plus la France. Il y a quelques années, vous vous souvenez, on n'avait pas peur de dire à Charlie Hebdo soyez responsable. C'est un discours qui était plus généralement comment dire, oui, mais diffusé dans les médias de la part des hommes politiques. J'étais très proche de Jacques Chirac. Vous savez que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en politique. Et c'est vrai qu'à l'époque des caricatures de Mahomet, Jacques Chirac était inquiet. Il a dit, parce qu'il savait le poids, le choc que pouvaient représenter ces dessins pour une partie du monde musulman. Donc c'est vrai qu'il faut que les caricaturistes soient responsables, mais en même temps, aujourd'hui, compte tenu du drame national que nous venons de vivre, il faut aussi dire que la France, c'est la France, et que la France ne changera pas, elle ne changera pas sous la menace, et elle ne changera pas sous la pression. Reporters sans frontières propose, vous allez nous dire si c'est de l'anecdote ou si c'est plus sérieux, une charte pour que les responsables religieux reconnaissent comme légitime le droit de rire, de caricaturer, y compris de la chose sacrée. Ça vous paraît une démarche utile ? Moi, vous savez, je pense qu'il faut laisser à la religion ce qui est du champ religieux et à l'État ce qui est du champ de l'État. Moi, ce que je souhaite, c'est que les religions s'inscrivent dans une démarche qui est une démarche républicaine de respect des lois des pays dans lesquels elles résident, dans lesquels elles habitent. Et de ce point de vue, j'ai trouvé que la réaction d'un grand nombre d'imams de France qui se sont mobilisés, certains appelant à faire une prière pour la France, d'autres réaffirmant leur condamnation absolue du terrorisme. Tout ça est vraiment très important pour nous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que toutes les religions, la religion musulmane incluse, s'inscrivent dans le champ des lois des pays dans lesquels elles vivent et qui les accueillent. Et je crois que c'est vraiment le message qu'il faut retenir. Et ça suppose évidemment d'accepter certaines lois, comme la se loi moquer du sacré, se moquer de blasphémer, interdisant le voile à l'école, comme la liberté d'expression, comme l'interdiction du blasphème, la fin de l'interdiction du blasphème, etc. Politiquement, François Hollande a gagné plus de 20 points dans les sondages. Est-ce que ce rebond doit appeler les responsables de l'opposition à pratiquer une opposition un petit peu différente ou pas ? Et moi, je ne fais pas de la politique avec les sondages. Ce qui, aujourd'hui, appelle l'opposition à être particulièrement constructive, c'est la gravité de la situation du pays. Je veux dire, quand vous avez... ces attaques ont été commises contre la France, sur le sol français, par des Français. Par des terroristes qui étaient nés en France, qui avaient été enlevés en France, qui avaient bénéficié de l'école française, qui avaient bénéficié du soutien des aides sociales françaises, etc. Donc ça veut dire que ça nous interpelle tous, dans tous les domaines. Et moi, c'est pour ça que j'ai appelé à une grande loi de protection globale
de notre pays, une loi bouclier. Une loi bouclier, pourquoi faire? Une loi parce qu'il ne faut pas seulement parler des services de renseignement et de leur action, pas seulement parler des moyens, des ZAD, de l'armée ou de la police, pas seulement parler de la politique pénale, il faut parler aussi de l'école, il faut parler de la laïcité. Oui, on va revenir à ça, mais est-ce que ça change le ton? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus respectueuse de faire de la politique dans un contexte comme celui-là? D'autant que le gouvernement est en train de plancher sur cette question-là. Mais moi, je considère que l'opposition doit toujours être respectueuse. Mais en revanche, je pense que là, on est effectivement... Il faut essayer de faire en sorte que ce mouvement d'union nationale puisse se poursuivre, j'allais dire, au moins dans le diagnostic des problèmes et dans l'écoute réciproque des solutions qu'on propose. De ce point de vue, moi, j'attends aussi du président de la République et du Premier ministre, peut-être qu'ils écoutent un peu davantage l'opposition. Parce qu'on a l'impression, et moi je le vis assez douloureusement depuis 2 ans, qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose, sous prétexte que ça vient de l'opposition, il ne faut surtout pas l'écouter, il ne faut surtout pas l'entendre. D'ailleurs, s'il y a un amendement de l'opposition qui est intelligent, on fait déposer le même par un membre du Parti Socialiste pour pouvoir le voter, parce qu'il ne faut surtout pas vous appelez à la voter. responsabilité du gouvernement? Non, j'attends que l'union nationale se fasse dans les deux sens. C'est-à-dire que nous allons être très constructifs, nous allons apporter des propositions au gouvernement. Et effectivement, j'attends aussi du gouvernement qui nous écoute. Et je pense notamment à une loi qui arrive là, qui est la loi Macron. On va la développer. Voilà, mais oui, parce que le terrorisme nous pose aussi, pas plus exactement, la sympathie que suscite le terrorisme dans notre pays, qui est quelque chose d'absolument dramatique pour la collectivité nationale, nous pose le problème aussi de l'absence d'espoir que nous donnons peut-être à la jeunesse de notre pays en termes d'emploi, en termes de perspectives économiques. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la réforme économique la semaine prochaine dans le contexte du 7 janvier? Revenons à l'actualité du terrorisme, on a beaucoup d'internautes qui se posent la question des causes qui ont amené à ces attentats. On a une question de Yasser, je vous la soumets. Yasser nous dit, y a-t-il selon vous un problème au sein de l'islam en France? Même si on sort des amalgames, dit-il, l'islam ne porte-t-il pas en son sein une dérive que les musulmans doivent identifier? Non, je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est celle de la sécularisation des religions dans les sociétés contemporaines. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on ait l'islam modéré, qui réaffirme son attachement à la République. Et je crois que c'est très important. Ce qu'on a demandé à toutes les religions de France, ce qu'on a demandé aux catholiques, ce qu'on a demandé aux juifs, on le demande aujourd'hui aux musulmans de France de manière vraiment très très criante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ne serait-ce qu'une petite, une infime partie des musulmans de France qui ne s'inscrivent pas dans un processus conforme aux principes de la République. Non, mais je vais vous donner un exemple, parce que là, on parle en théorie. Je donne un exemple. L'interdiction de la burqa, aujourd'hui, c'est un principe républicain. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi le principe qu'en France, on ne se présente pas le visage couvert, parce que nous sommes le pays des Lumières, parce que nous avons une tradition humaniste. C'est un, j'allais dire, tabou français. Mais c'est dans notre cœur de notre identité. Et ça doit faire l'objet d'une condamnation unanime de tous les musulmans de France. On dit bien entendu, mais ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont multirécidivistes et qui enfreignent la loi et qui continuent l'enfreindre. Est-ce qu'on peut mettre en cause l'islam, pas forcément comme religion, mais considérer qu'au sein de l'islam, il y a un problème qui se pose et qu'il faut identifier et qu'il faut condamner, et qu'il y a des raisons profondes, des racines profondes au sein de la religion islamique. Je suis totalement d'accord avec le Premier ministre quand il dit qu'on est en guerre contre l'islam radical, c'est-à-dire une forme dévoyée d'islam qui appelle aujourd'hui au terrorisme et à la guerre. Moi, j'étais en Irak à la fin du mois d'août, parce que vous savez peut-être que j'ai pris l'initiative de créer un groupe d'études à l'Assemblée nationale, qui est devenu d'ailleurs le deuxième plus important des groupes d'études de l'Assemblée nationale en quelques mois, ce qui montre la sensibilité du problème. J'ai pris l'initiative de monter au créneau pour défendre les chrétiens d'Orient et toutes les minorités persécutées par Daesh. Et je suis allée en Irak, et ce que j'y ai vu, c'est à la fois de la barbarie, mais soyons clairs, non pas une religion, mais des personnes extraordinairement déterminées à prendre le pouvoir politique, c'est-à-dire en réalité à mettre à avoir la main mise, à prendre le contrôle à la fois des cerveaux et des personnes et des territoires. Donc on est face à une dynamique qui est une dynamique totalitaire au sens fort du terme. Et oui, mais c'est politique, c'est pas seulement religieux. Donc je crois qu'il ne faut pas traiter la situation uniquement comme une question religieuse, il faut la traiter aussi pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une volonté de détruire la civilisation européenne et de prendre le pouvoir. Certains internautes se demandent si ce qui se passe aujourd'hui en France n'est pas aussi la conséquence de l'intervention de la France en Irak.
l'intervention actuelle. Qu'est-ce qui compte? C'est l'intervention actuelle ou c'est l'intervention américaine qui a complètement disloqué un pays? C'est pas du tout la même chose. La France aujourd'hui en Irak intervient pour protéger des populations qui sont envahies. Enfin, il faut aller, je vous dis, il faut aller dans le Kurdistan irakien, il faut aller voir les femmes yazidis qui sont enlevées à 13 ans, vendues, violées. Il faut voir les personnes qu'on a renvoyées dans la montagne pour qu'ils meurent de faim et de soif par 40 degrés. Enfin, je veux dire, la France est en lutte contre la barbarie dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, pourquoi il y avait 50 chefs d'État à la manifestation de dimanche à Paris, c'est parce que la France, c'est plus que la France, c'est plus qu'un petit pays. C'est la France, c'est ce pays qui, dans le monde, va se faire rempart contre le fanatisme et le terrorisme. C'est la France qui intervient en Mali, c'est la France qui intervient en Centrafrique. C'est la France qui aurait dû intervenir en Syrie, par exemple ? Alors en Syrie, la question est très très délicate, vous l'avez bien compris, parce que les choses ne sont pas en noir et blanc. On a un régime qui était un régime totalitaire, qui était le régime d'Assad, qui a quand même, provoqué des centaines de milliers de morts dans sa propre population, qui se rebellait. Et on avait une opposition à Assad qui s'est révélée être le nid. Parce qu'on l'a pas soutenu, c'est ce que disent beaucoup de gens. Non. Il y avait deux oppositions en Syrie. Il y avait, soi-disant, une opposition démocratique, mais qui était très faible politiquement et très peu organisée, et une autre opposition qui était, en réalité, le terreau des djihadistes et de Daesh. Donc le problème, en réalité, c'est qu'on a été piégé par, cette nébuleuse d'opposition à Assad, Assad étant lui-même un dictateur, lui-même tuant ses propres populations. Enfin, voilà, comme dirait le général de Gaulle, l'Orient, c'est compliqué. On revient à la France et à ses problèmes liés au terrorisme islamiste. Diriez-vous que si l'immigration n'est pas liée au terrorisme, elle aggrave les choses? Et quelqu'un d'autre à l'UMP l'a dit avant vous, a prononcé cette phrase. L'immigration rend les questions d'intégration beaucoup plus compliquées. On a aujourd'hui un devoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de la question de l'espoir qu'on devait donner aux jeunes. Il se trouve que, vous savez, je suis élue d'Île-de-France. En Île-de-France, on a des quartiers où il y a 40% de chômage des jeunes. 40%. Et où on n'a pas de perspective. Et ce n'est pas le fait de dire la croissance l'année prochaine ne sera pas de 0,4, elle sera de 0,7 qui va redonner d'un coup, d'un seul, un avenir à tous ces jeunes. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'intégration devient cruciale. Mais si on dit que la question de l'intégration devient cruciale, ça veut dire que la question de la croissance devient cruciale, ça veut dire que la question de l'école devient cruciale, c'est-à-dire que la question des moyens financiers devient cruciale. Sur ce point-là, et donc, si je vous entends bien, vous dites aujourd'hui qu'on n'a pas que l'immigration a un lien avec l'intégration a un lien avec le terrorisme. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que face au terrorisme, la question de l'intégration est absolument cruciale. Et on a besoin de moyens pour faire ça. Donc en un mot, je dis que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'accueillir toute la misère du monde sur le sol français parce que tout simplement, on n'a pas d'argent. Vous connaissez la situation du pays comme moi, on est en déficit, on n'a plus de croissance, on a une pression fiscale qui frise l'overdose pour les entreprises comme pour les ménages. Et donc, je veux dire, voilà, on est pris à la gorge. Je fais des maraudes tous les hivers avec le SAMU social dans tous les départements de ma région. Je suis allée en Seine-Saint-Denis cet hiver, en décembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des structures d'hébergement d'urgence complètement engorgées et engorgées en partie par des réfugiés, par des étrangers en situation irrégulière. Donc ne nous voyons pas la face. Aujourd'hui, nous sommes face à une vague d'immigration que je comprends bien entendu. Ces personnes quittent leur pays parce qu'elles n'y ont pas d'espoir, parce qu'ils n'ont pas de perspective, parce que la France, pour eux, reste encore un rêve. À mon avis, un rêve peut-être illusoire, mais reste encore un rêve. Et donc le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas, on n'a plus les moyens. Et je vais vous dire quelque chose. On va revenir sur les questions. Mais il faut revenir sur l'école, parce que mais c'est quand même crucial. On va y revenir. Mais sur la question de l'immigration, l'UMP et Nicolas Sarkozy en premier préconisent une sortie de Schengen. Ça veut dire quoi? Ou au moins une renégociation. Alors. Mais ça veut dire quoi? C'est pour, freiner l'immigration ou c'est pour contrôler de manière systématique, absolue, les allées et venues des terroristes potentiels? Ah non, il y a plusieurs objectifs. Non, sur le Schengen, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que Schengen s'est révélé être une passoire. On va le dire comme ça, à certains endroits. C'est-à-dire qu'à certains endroits, nous avons des frontières qui sont poreuses. Et les frontières qui sont poreuses
rendre Schengen illusoire, puisque Schengen, qui était censé être un espace de politique commune d'immigration, devient un espace où les étrangers en situation irrégulière rentrent. Et à partir du moment où ils rentrent, ils peuvent librement circuler, c'est le principe de Schengen, et donc ils peuvent librement arriver en France. Donc il y a des pays qui ne font pas leur travail. C'est plus compliqué que ça. On a aussi des pays qui sont des pays où il y a d'énormes zones frontières. On peut penser à la Grèce, on peut penser à l'Italie, d'énormes zones frontières maritimes qui sont très compliquées à surveiller et qui n'ont peut-être pas non plus les moyens de leurs ambitions. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à contrôler les frontières de Schengen. Nicolas Sarkozy, à une époque, avait proposé, je pense que c'est une évidence, de renforcer un corps européen de garde-frontières. Bon, c'est évident qu'il faut qu'on rendre les frontières de Schengen plus étanches. C'est évident aussi qu'il faut qu'on ait une politique d'immigration réellement commune. Et nous pensons aujourd'hui qu'il y a trop d'immigration aujourd'hui en France et qu'on n'a pas les moyens de l'absorber. Mais c'est très important, la question de l'intégration, parce que si on n'intègre pas ces populations, on a aujourd'hui des laissés-pour-compte dans la société française qui nourrissent de la rancœur vis-à-vis d'un pays qui les accueille sur son sol. Donc ça n'est pas possible. On va arriver aux solutions apportées à cela, mais avant cela, on a beaucoup de questions internautes là-dessus, c'est étrange. Apparemment, Bruno Le Maire, hier, a fait une intervention qui a bien plu. Faut-il demander des éclaircissements au Qatar sur d'éventuels financements au terrorisme? Alors, moi, je crois qu'il faut absolument qu'on se demande à tous les pays du monde, tous les pays avec lesquels nous avons des relations, de mettre fin à toutes leurs relations avec tous ceux qui sont proches de la mouvance de Daesh et d'Al-Qaïda. Alors, je rappelle que la Syrie, dont on a parlé il y a 5 minutes, était un point assez compliqué parce que, évidemment... Oui, là, on parle du Qatar, ami de la France, selon Nicolas Sarkozy. Mais, Grand ami de la France. Oui, enfin, je vous rappelle que François Hollande a fait une visite, je crois, d'État au Qatar il y a quelques semaines. Non, mais on dit ami de la France. Ami de la France, pas selon Nicolas Sarkozy, ami de la France selon les autorités françaises. Voilà. Donc, mais nous avons... Vous savez, moi, ce que je pense, c'est que dans les relations diplomatiques, on a plus d'influence quand on dit les choses à ses amis que quand on commence par leur donner une gifle dans la figure. Donc je pense qu'il faut qu'on utilise notre influence diplomatique pour effectivement couper tous les liens financiers entre ces pays et, enfin, s'il y en a, supposés, entre les pays, tous les pays du monde et les États terroristes. Mais au-delà de ça, je me demande si ça ne pourrait pas être la Cour pénale internationale qui puisse se saisir de cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt, parce que on parle, mais c'est des rumeurs, on parle, mais c'est des on-dit. Moi, j'ai été juge avant de faire de la politique, je ne parle pas sur des rumeurs, sur des on-dit, sur des ragots. On pourrait saisir la Cour pénale internationale d'une première enquête pour savoir s'il y a effectivement des financements de réseaux terroristes et comment ces financements circulent, par quel réseau. Parce que je ne suis pas sûre. Enquête de la Cour internationale. Je pense qu'aujourd'hui, on peut travailler sur une initiative diplomatique européenne pour savoir identifier les réseaux de financement des associations terroristes. Mais c'est très compliqué à faire. Je ne sais pas si la Cour pénale internationale en a la juridiction, je ne sais pas si elle en a le pouvoir, mais ce serait très intéressant. Parce que je pense qu'en réalité, ce qu'on verrait, c'est que ce n'est pas seulement des financements étatiques. Là, j'ai bien vu qu'il y avait la question des financements étatiques qui était posée, mais il n'y a pas seulement les financements étatiques. Il y a peut-être des financements par un certain nombre de personnalités, par un certain nombre de familles, etc. Donc il faut qu'on puisse identifier les réseaux de financement des réseaux terroristes. Ça, c'est très important pour effectivement leur couper les vivres. Mais moi, je n'accuse personne sans avoir de preuves parce que je crois que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Venons-en aux réponses. Contre le terrorisme également, vous appelez à une grande loi de protection globale. Est-ce que vous imaginez des mesures d'exception ? Et aux États-Unis, vous savez que ces mesures d'exception qui ont été adoptées après le 11 septembre 2001 durent depuis 13 ans. Donc combien de temps doivent durer ces mesures d'exception ? À quelle échelle est-ce qu'on doit les adopter ? Mais une grande loi de protection, aujourd'hui, c'est une grande loi qui gère un problème. Moi, je ne suis pas du tout fascinée par le modèle américain, c'est pas mon modèle de civilisation. Vous avez parlé d'un Patriot Act à la française. Oui, parce que le mot patriotisme ne me fait pas peur. Mais quand j'ai parlé de cette loi, c'était pour moi une loi totalement franco-française, qui respecte les valeurs de la France et qui soit adaptée aux problèmes de la France. Je ne veux absolument pas faire du mimétisme américain. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans le Patriot Act américain. C'est pas le sujet. Le sujet, ce que je pense qu'on doit avoir, c'est une loi à la hauteur du choc qui vient de se produire. Et c'est ça ce que je voulais dire. C'est cette grande loi de bouclier qui ne soit pas seulement
3 mesures ici sur le budget de la défense, 2 mesures ici sur les djihadistes, une mesure ici sur les prisons. Alors parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la société française entière qui est défiée. La République qui est défiée. Et quand la République est défiée, la République répond. Et elle ne répond pas uniquement par telle ou telle petite mesure. Elle répond... Dans ce genre de loi, il y a les principes, mais il y a aussi les mesures concrètes. Oui. On va vous soumettre un pour ou contre. C'est une séquence spéciale de l'émission qu'on va, cette fois-ci, consacrer à ce qu'on pourrait appeler le Patriot Act, ou en tout cas une grande loi qui pourrait contenir plusieurs mesures. L'UMP a fait plusieurs propositions. On va y revenir. C'est un moyen aussi de faire un peu de pédagogie. Êtes-vous pour ou contre le retrait ou la déchéance de la nationalité française pour les terroristes binationaux? Oui, je suis pour. Un mot d'explication? Je crois que quand on a 2 nationalités et qu'on choisit clairement d'aller faire le djihad et de porter les armes contre les valeurs que défend la France, c'est qu'en réalité, au fond de soi-même, on n'est pas français. Ça vous paraît une mesure efficace? Au fond de soi-même, on n'est pas français. Elle est efficace en termes symboliques, parce qu'elle montre que la France, là encore, c'est un choix et c'est des valeurs. Pour ou contre le rétablissement de la mesure d'indignité nationale? Mais moi, je suis aussi pour, de la même façon. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas prendre vraiment la situation à la légère. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est trop grave. Et je pense qu'il faut de temps en temps que la France soit debout et qu'elle dise, voilà, on est avec moi, on est contre moi. Notre proposition. Oui, j'allais en faire une. Prie, reprendre celle d'Éric Ciotti, oui, qui préconise l'incarcération des terroristes potentiels, des djihadistes potentiels, même s'ils ne sont pas condamnés, à leur retour en France, mais signalés comme terroristes. Dangereux. Ou comme dangereux, oui. Moi, de toutes les façons, je suis pour une mesure plus radicale. Je suis pour qu'on étudie la possibilité, je sais que ce sera compliqué à faire, surtout dans l'espace Schengen, la possibilité que les Britanniques ont proposée d'interdire pendant 2 ans le retour sur le territoire français des djihadistes dangereux, qui sont reconnus comme dangereux, parce que je pense aussi qu'il faut de temps en temps qu'on ait des sanctions un peu exemplaires. Je pense qu'il faut répondre... Eux se mettent au banc de la société française, ils veulent profiter, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, ils veulent pouvoir partir, pouvoir revenir. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a vu un terroriste français revenir en Belgique et ça a donné l'attentat du musée juif. Vous savez que cette proposition-là fait débat? Oui, elle fait débat. C'est le but de débattre aujourd'hui. Mais estime que c'est impossible? Oui, est-ce que les textes, le droit, les conventions le permettent? Alors, il se trouve que la Convention européenne des droits de l'homme, que cite Bernard Cazeneuve pour dire que c'est impossible, prévoit quoi? Elle prévoit qu'on doit être libre de sortir de son pays et qu'on doit être libre d'y rentrer quand on est français, enfin de la nationalité d'un pays. Je vous rappelle que dans la loi antiterroriste qui a été votée avant les attentats, il y a déjà une disposition qui empêche les djihadistes potentiels de sortir de France. Donc ça veut dire que cette liberté d'aller et venir, on y a déjà porté une dérogation il y a quelques mois, et c'est le gouvernement qui l'a fait voter. Donc on a déjà mis une interdiction de sortie. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut mettre une interdiction de revenir? La Convention européenne des droits de l'homme permet, en cas de danger d'une gravité exceptionnelle, c'est son article 15, de mettre des dérogations à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation. Il me semble que dans le contexte, une interdiction de 2 ans de revenir en France, qui est une mesure de sûreté, c'est juste pour protéger le territoire, parce qu'on voit bien que les mieux formés, les plus guerriers, les plus endoctrinés, les plus fanatisés, c'est ceux qui reviennent. Donc il ne s'agit pas d'outrepasser les principes de la Convention européenne. Il s'agit d'utiliser le droit de dérogation qui est prévu dans la Convention européenne et de l'utiliser en interdisant. Alors il est possible, tout à fait possible, que la Cour européenne des droits de l'homme considère que ça va trop loin et qu'on n'a pas le droit de le faire. Vous savez, la justice est humaine, elle décide, elle est souveraine. Moi je vais vous dire, je pense que ça n'est pas à une justice, à la Cour européenne des droits de l'homme, de nous dire ou pas ce qu'on doit prendre comme mesure dans une situation d'une exceptionnelle gravité. Nous avons choisi d'appliquer l'article 15. Si nous le voulons, nous pouvons. Justement, revenons à la France, à des mesures plus concrètes. Est-ce qu'il faut, selon vous, construire davantage de prisons? Bien sûr.
Bien sûr, mais une erreur fatale, et d'ailleurs on l'a dénoncé dès 2012, c'est pas maintenant, c'est pas dans l'émotion du moment qu'on le dit, une erreur fatale du gouvernement a été de considérer que la surpopulation carcérale et l'état indigne de nos prisons, que je connais bien parce qu'il se trouve que j'étais rapporteur du budget des prisons il y a 10 ans de cela, donc je connais cette situation par cœur et ça fait des années qu'on la dénonce, il y avait Christine Boutin qui avait fait une mission, ça fait des années qu'on hurle en disant il faut construire des nouvelles prisons pour que les prisonniers soient détenus dans des conditions dignes. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux solutions. Soit on sort les prisonniers de prison, soit on construit des nouvelles prisons. Je pense que le gouvernement a pris la mauvaise option en décidant de mettre en place toute une série de mesures qui vont permettre des sorties anticipées pour des délinquants qui sont potentiellement dangereux. On s'aperçoit aujourd'hui, mais ça on le savait depuis très longtemps, qu'il y a une porosité aujourd'hui entre les milieux de la délinquance et les milieux du djihadisme terroriste, parce qu'il y a du prosélytisme dans des prisons. Mais ça suppose de l'encellulement individuel, donc ça suppose de construire des milliers de places. Mais on avait un plan pour le faire. On avait un plan pour le faire, et je vous rappelle que c'était aussi dans le programme de 2012 qui avait été présenté par l'UMP. Nous, on a toujours eu la responsabilité de nos actes. Alors simplement, ce qu'il faut voir aussi, et je tiens à le dire, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que nous avons un taux d'incarcération qui est bien inférieur, malgré la surpopulation carcérale. Nous avons un taux d'incarcération qui est bien inférieur à celui de nos voisins. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne faut pas dire que la France est un pays, sécuritaire, avec une loi pénale extrêmement sévère. C'est faux, c'est l'inverse. Et la question aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, l'encellulement individuel, mais aussi le désendoctrinement d'individus qui ne sont pas des détenus comme les autres. Parce que moi, on ne va pas me dire que quelqu'un qui veut assassiner ses proches, ses voisins, les gens au milieu desquels il a grandi, ses compatriotes, est un délinquant de droit commun. Ça n'a rien à voir. Et le fait de le mettre en prison ne va pas, arrêter le lavage du cerveau dont il a fait l'objet. C'était une autre proposition pour ou contre la création de centres de déradicalisation, c'est ça que vous préconisez? Moi je crois qu'on est dans une logique de dérive sectaire. Souvenez-vous, c'est comme quand les chevaliers du temple solaire, là on fait un suicide collectif. Je veux dire, on ne va pas... un homme raisonnable, en pleine possession de ses moyens, de ses facultés, de sa capacité à raisonner, n'a pas envie de mourir en martyr, ni d'assassiner 20 personnes. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de dérive sectaire. Et il faut le traiter comme tel. Ça nécessite des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui. Des réponses qu'on n'a pas avec des spécialistes justement de l'endoctrinement, peut-être même aussi avec des imams modérés. Parce que la question, c'est aussi de leur expliquer que l'islam est une religion de paix. Concrètement, des centres de déradicalisation, oui. On parle de quoi concrètement? On parle d'abord de centres fermés. Là, il s'agit de personnes qui sont condamnées, de terroristes dangereux. Pénitentiaire, assimilé à une prison. Pour les personnes dangereuses, c'est assimilé à une prison. Mais à mon avis, il faut même envisager peut-être deux types de centres de désendoctrinement, si vous me permettez. Un premier qui serait un centre fermé pour ceux qui sont condamnés, c'est-à-dire un traitement spécifique en plus de la prison. Et puis pour ceux qui envisagent de partir, il faut des centres de prévention. Ceux-là peuvent être ouverts, mais c'est pour tous les jeunes dont on soupçonnerait la radicalisation. Il faut immédiatement pouvoir traiter ça à la racine. Et je pense que ça se traite, je vous dis, avec des spécialistes et des spécialistes de l'endoctrinement sectaire. Donc peut-être des psychiatres, peut-être des spécialistes du travail social. Dans la même idée, que pensez-vous de cette proposition qui revient à instaurer un nouveau service national pour renforcer le creuset républicain et les valeurs républicaines auprès de tous les citoyens français? Je comprends l'idée, mais pour moi, je vais vous dire, j'ai peur que ce soit déjà trop tard. Alors, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec les adolescents, j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse, j'ai beaucoup travaillé sur l'école. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses à la racine du mal et que le vrai sujet aujourd'hui, c'est les moyens donnés à l'école dès le plus jeune âge. Parce que le sujet, c'est l'influence de tout ce qu'on entend. Aujourd'hui, vous comprenez bien, on est dans une société qui est radicalement différente, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes satellites, avec la possibilité en réalité de vivre en France à l'heure des radicaux, à l'heure des terroristes. Donc la vérité, c'est qu'il va poser sur l'école une responsabilité inouïe. Il pèse aujourd'hui sur l'école une responsabilité inouïe. Et de ce point de vue, moi je propose, et ça c'est peut-être un peu révolutionnaire, mais allons-y, puisque tout est sur la table. Je propose qu'on fasse enfin ce qu'on n'a jamais réussi à faire. On avait un peu tenté ça,
on n'a jamais réussi à le faire. Une vraie différenciation de carrière et de salaire pour les professeurs qui, pendant 5 ans, accepteraient d'aller dans des zones d'éducation prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous raconter la Seine-Saint-Denis, l'Académie de Créteil. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à recruter des professeurs diplômés pour aller enseigner dans les écoles, dans certaines, pas toutes, dans certaines écoles de Seine-Saint-Denis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va à Pôle emploi recruter des jeunes pour être professeurs des écoles, pour être professeurs de certaines matières en Seine-Saint-Denis, des jeunes qui n'ont aucune formation pédagogique. Alors après, ça reste quand même marginal. Il y a un vrai problème. Mais c'est là où c'est le plus difficile. Mais c'est là où c'est le plus important. C'est ça le problème. On ne peut plus avoir, ça fait 20 ans qu'on le dénonce, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est les plus jeunes et les moins expérimentés qui sont les malgré nous de l'éducation nationale. Parce qu'en plus, s'ils y allaient par vocation, moi, il se trouve que j'ai dans mes proches des vrais héritiers de ces hussards noirs de la République qui, par vocation, enseignent dans des zones d'éducation prioritaire depuis 10 ans. Ils sont très heureux et ils sont très fiers du travail qu'ils y font. Et cela, c'est très bien. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on y va contraint et forcé, avec une seule envie, c'est de repartir. Comment voulez-vous qu'un jeune... Moi, je lisais un article du Parisien, donc je cite mes sources, un article du Parisien sur justement un jeune qui avait un BTS d'action commerciale, qui se retrouvait professeur des écoles en Seine-Saint-Denis. Et comment voulez-vous que ce jeune, qui n'a reçu aucune formation pédagogique, qui n'est pas préparé au choc qu'il va avoir, raconte la Shoah, la laïcité à des jeunes élèves? Et en plus, la formation continue des professeurs est nulle. Donc, osons la vraie différenciation de carrière. Mettons les meilleurs dans les endroits les plus difficiles. Madame Pécresse, on voit bien que ce drame révèle quantité d'insuffisance en Bien France. sûr, c'est pour ça que je dis une grande loi de protection. Alors, vous êtes une spécialiste du budget au sein de l'opposition. Est-ce que la France, aujourd'hui, a les moyens de toutes ces politiques sécuritaires, pénitentiaires, éducatives, sans parler des interventions à l'étranger, etc. Est-ce que le budget aujourd'hui peut faire face à ces exigences? Est-ce qu'il faut un budget rectificatif déjà? Est-ce qu'il faut une fiscalité spéciale pour faire face à ce qu'on doit affronter? Mais cette question, elle est cruciale. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous la pose. Aujourd'hui, depuis 2 ans, nous avons reculé systématiquement face à toutes les réformes difficiles. La réforme territoriale, supprimer un échelon, la réforme de l'assurance chômage, des réformes qui pourraient créer de la croissance, comme par exemple l'assouplissement du droit du travail. Toutes ces réformes-là qui sont des réformes difficiles, alors j'en prends ma part, hein. On ne les a pas faites avant. Donc je sais, on aurait dû faire plus, on aurait dû faire davantage. Mais maintenant, on fait le procès de personne. On ne fait le procès de personne. Moi, je ne veux faire le procès de personne, je veux juste apporter mon témoignage. J'ai 47 ans, j'ai été 5 ans ministre, je sais où il y a des viviers d'économies à faire et je sais aussi pourquoi on ne les a pas faites. C'est parce que c'était difficile. Bon. Alors, on fait comment maintenant? Et bien maintenant, on profite de l'union nationale, en tout cas temporaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'un mouvement d'indignation nationale face à la situation, pour pouvoir proposer des mesures fortes et les faire voter. Et je pense que vous avez raison. Si on veut réinvestir dans les prisons, si on veut, et ça va être nécessaire de le faire tout de suite, remettre à niveau le budget des armées ou le budget des services de renseignement, il faut quand même dire que les services de renseignement, ils sont passés de 40 personnes à surveiller à 1200. Donc c'est normal aussi qu'il y ait un moment un petit peu tendu. Donc si on veut remettre ces budgets, et si on veut faire ce que je propose pour l'éducation nationale, ça veut dire qu'il va falloir réallouer les moyens. Ça veut dire qu'il va falloir mener des vraies réformes. Mais allons-y, mettons-les sur la table. La vérité, c'est qu'on les connaît, ces réformes. On sait qu'il faut les faire. On n'a jamais eu vraiment le courage de les faire. Ben là, je crois qu'il faut y aller. Sans idéologie, sans idée préconçue. Justement, sur la loi Macron, pour poursuivre l'Union nationale, est-ce que vous allez dépasser les divergences que vous avez avec le texte pour le voter? Puisque c'est en plus une des lois les plus populaires parmi les Français, la loi Macron. Mais la loi Macron, c'est une petite loi pour ramener un petit peu de croissance. Mais c'est un début alors peut-être. Mais non, on peut plus après le 7 janvier. Mais attendez, je vais vous répondre. On peut plus après le 7 janvier, on peut plus faire des petites lois avec des petites réponses. C'est plus à la hauteur. Mais ça n'a jamais été à la hauteur. Moi, je l'ai toujours dit. Mais maintenant, tout le monde le sait que c'est plus à la hauteur. C'est pas parce que on va libéraliser les transports en autocar qu'on va ramener la croissance en France. C'est pas parce qu'on va passer. Il y a certaines personnes qui seront très contentes. Mais c'est pas. Non, mais bien sûr, mais je suis pour. Non, mais attendez, je suis pour. Mais je vous dis, c'est des petites mesures pour de la petite croissance. Personne n'y croit. Donc la vérité, c'est que moi, je propose qu'on prenne Manuel Valls, François Rebsamen et Emmanuel Macron au mot. Emmanuel Macron, avant d'être ministre, il a dit qu'il faut arrêter les 35 heures. Manuel Valls a dit
il faut un contrat unique de travail. François Rebsamen a dit il faut réformer l'assurance chômage. Et bien sur tous ces points, je déposerai des amendements. Ils ont dit il faut doubler les seuils sociaux pour que les entreprises aient moins de contraintes administratives. Et bien je déposerai des amendements et je les défendrai dans l'hémicycle parce que la loi Macron, aujourd'hui, on n'a plus le choix, ça doit être une grande loi pour débloquer la croissance, l'emploi des jeunes François en France. Hollande, profitez de votre regain d'autorité pour faire tout de suite des réformes majeures. Je lui dis, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix face à la gravité de la situation du pays. On est tous partants pour des grandes réformes et maintenant il faut les faire. Et l'Union nationale n'a pas d'intérêt, n'a pas de prix si ça n'est pas justement pour essayer enfin de changer de braquet et de faire les réformes que la France attend depuis des années. Sur la Macron, vous pouvez préciser les amendements que vous pourrez déposer? Je vous l'ai dit. Doublement des seuils sociaux pour permettre aux entreprises d'avoir moins de contraintes administratives, contrat unique de travail pour éviter que d'un côté, il y ait le CDI qui protège et toute la nébuleuse de tous ceux qui sont en dehors du CDI, avec un contrat unique de travail et des droits progressifs, ce que propose Jean Tirole, pour simplifier le marché du travail, 35 heures fixées par accord d'entreprise ou accord de branche, et réforme de l'assurance chômage, sur le modèle de ce qui a été fait en Allemagne pour permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la réinsertion. Il nous reste 5 minutes pour aborder la question des élections, mais avant cela, je vous soumets une réflexion. Vous avez d'internautes qui revient sur ce que vous avez dit sur les zones d'éducation prioritaire. Ils nous disent que, selon vous, la réforme menée par l'Éducation nationale il y a quelques temps est insuffisante. Les US, les nouvelles allocations attribuées à ces zones prioritaires, les bonus accordés aux professeurs. Mais c'est trop petit aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit. Enfin, je veux dire, si c'était suffisant. C'est tout récent. Hein, oui, mais quelques semaines. Oui, mais bon. Non, mais bien entendu. Non, mais le problème de la France, je vais vous dire. Moi, j'ai eu le même problème avec le crédit impôt recherche. Ça n'a rien à voir. Ça a l'air de rien avoir à voir. Le crédit impôt recherche existait. Il était à 10%. C'était tout petit comme ça, c'était très compliqué à faire, et donc on ne l'utilisait jamais. Alors tout le monde nous disait, c'est génial, on a un crédit impôt recherche en France, mais personne ne l'utilisait, parce que c'était trop compliqué de l'utiliser. On l'a mis à 30%, et là, tout le monde a dit, génial, la France a l'environnement fiscal le plus favorable en matière de recherche. C'est la même chose qu'il faut faire. Si on fait des petites mesures, on se donne bonne conscience, on dit, regardez, j'ai mis un bonus pour les zones prioritaires. Si c'est vraiment des vraies mesures, et notamment en termes de progression de carrière, parce qu'il n'y a pas que les salaires, il y a aussi la progression de carrière. Moi, j'en ai parlé, par exemple, je vais vous dire, j'étais au tribunal de Bobigny, pour voir comment ça fonctionnait le tribunal de Bobigny, qui est un des tribunaux qui a le plus de difficultés pénales à voir. Eh bien, au tribunal pénal de Bobigny, on m'a dit, pour les magistrats, c'est valorisant dans une carrière d'avoir fait quelques années à Bobigny. En parlant d'éducation nationale. Eh bien, pour l'éducation nationale, ça doit être valorisant aussi d'avoir fait 5 ans à Bobigny. Allez, un mot sur les élections. Oui, vous avez beaucoup parlé d'unité nationale en souhaitant qu'elle trouve une traduction concrète. Est-ce que sur le plan électoral, cette unité doit aussi être préservée? Et pour vous, est-ce qu'elle va jusqu'au MoDem? Alors c'est compliqué. Sur l'unité nationale, vous avez compris que pour moi, ça voulait dire aussi écouter l'opposition un peu. Donc c'est une unité nationale exigeante. Sur les élections, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut se retrouver sur des projets. Voilà. Et que les Français en ont un petit peu assez de la cuisine, de la tambouille partisane. Donc moi, je conçois les élections comme un qui même me suivent ou qui aiment mes idées me suivent. C'est peut-être le moment de tendre la main à MoDem et à François Bayrou. Mais c'est pas comme ça que je le conçois, là encore. C'est pas de parti à parti. Et vous êtes prêt à travailler avec eux s'il y a un accord? Ah, mais moi, je suis prête à travailler avec tout le monde, s'il y a un accord sur un projet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se rassembler. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes au Parti socialiste qui pensent, sans le dire, la même chose que moi, y compris sur les questions de sécurité, y compris sur les questions de prison, y compris sur le retour des djihadistes, et y compris sur la loi Macron. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est les réformateurs, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent vraiment une grande loi bouclier qui protège la France et qui à la fois la dynamise économiquement, la dynamise socialement et la protège en matière de sécurité, tout cela, ils doivent se mettre autour de la table et y travailler. Vous êtes responsable à l'UMP des négociations pour les régionales. Quel pronostic? Et du projet surtout. Et du projet. Quel pronostic faites-vous quant à votre capacité à battre et le PS et le FN? Moi, je ne suis pas comme ça. Vous allez me dire que vous ne faites pas de pronostic. Non,
non, c'est pas ça. C'est pas du tout. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'abord pourquoi se présenter à ces élections régionales. C'est parce qu'il y a un bilan de la gestion régionale de la gauche qui n'est pas bon, qui n'est pas le bon. Il n'est pas bon en matière de formation professionnelle, on le voit bien. La formation des chômeurs est quasiment inexistante. Là, les reconversions, la préparation au métier de demain est très mauvaise. En matière de transport, on a des gros problèmes d'infrastructure. Je ne parle pas de l'Île-de-France où on peut plus se transporter, mais même dans toutes les régions, il y a un problème avec le ferroviaire. On a un problème de logement qui touche toutes les grandes zones urbaines de France où on n'arrive plus à construire, la loi Duflot a tout embolisé. Donc la question, et puis il y a la question de la pollution, puisqu'on a des Verts qui sont dans des conseils régionaux, je peux leur dire qu'aujourd'hui on n'a jamais vu autant de pollution, notamment dans la région capitale. Donc tout ça, c'est la motivation de nos candidatures. Nous voulons montrer par la preuve, faire des régions les laboratoires d'une autre politique. Et les nouvelles régions, y compris en matière de bonne gestion de l'argent public. Parce qu'il y a du gaspillage, il y a du clientélisme, etc. Alors les nouvelles régions, c'est la dernière usine à gaz du gouvernement. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que sur ces nouvelles régions, à part sans doute la Normandie, où vraiment il y avait une vraie logique à fusionner, une envie minoritaire toujours, hein, parce que chez les Normands c'est très compliqué. Je le sais parce que j'ai jamais réussi à mettre ensemble l'université de Rouen et l'université de Caen. Donc il y a beaucoup de coopération entre les deux régions. Mais voilà, il y a quand même une identité normande très forte. Et là, je pense que la fusion se justifiait. Dans la plupart des autres cas, peut-être aussi en Bourgogne-Franche-Comté, où je sais qu'il y avait des liens qui étaient de plus en plus forts. Mais si on enlève ces deux cas de figure, le sentiment que j'ai, c'est que cette réforme est totalement bricolée. On va marier des gens qui ne savaient même pas qu'ils s'aimaient, si vous me permettez cette expression, et qui ne se sentaient pas du tout proches. Donc le sujet de cette réforme territoriale, c'est que c'est encore de l'ingénierie administrative et des complexités à gérer. Il va falloir promettre à tous les personnels une harmonisation des statuts, il va falloir l'organiser. Est-ce que c'est vraiment donc ça va coûter? Ça va coûter de l'argent, bien sûr. Ah bah alors là, croyez-moi, ça ne fera faire aucune économie. Ce qui aurait fait faire des économies, c'est de faire le conseiller territorial, un conseiller départemental qui soit aussi régional, et de fusionner gentiment les départements et les régions. Ça, c'était la mesure qui faisait des économies, qui permettait de rationaliser les dépenses. Là, les grandes régions, ça ne permettra de faire aucune économie. Et ça va créer beaucoup de complexité à gérer. Alors que moi, ce que je crois, c'est que la France a besoin de projets. Elle a besoin de transport, de logement, d'emploi, d'investissement, de meilleures universités. Donc on a besoin de projets. Et ce qui me frappe dans notre pays, c'est que à force de faire toutes ces lois compliquées qui changent toutes les règles du jeu toutes les 5 minutes pour les entreprises, pour les associations, pour les élus, eh ben, on handicape les projets. Parce qu'on passe notre temps à faire de l'ingénierie. Les rythmes scolaires. Je ne suis pas contre le fait qu'on réfléchisse sur les rythmes scolaires, mais on a mis une énergie à faire cette réforme qu'on ne met plus dans l'apprentissage des fondamentaux. Forcément, les professeurs, ils sont en train d'organiser le temps de travail. Ils ne peuvent pas être en plus en train d'organiser l'acquisition des fondamentaux. Donc arrêtons toutes ces réformes qui ne s'en sont pas, hein, qui ne sont pas des réformes, des vraies réformes de structure, et concentrons-nous sur les résultats des politiques publiques. Ça nous changera. Ce sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous ce matin dans Direct Politique. Merci à tous, merci chers internautes. On se retrouve comme d'habitude tous les mardis matins, donc mardi prochain, 8h30. À très bientôt, restez connectés.